Bienvenue dans Act, ton nouveau rendez-vous avec la créativité. Je suis Nelly Wanji et ici je parle de création, d'entrepreneuriat et d'engagement avec des invités qui ont transformé leur singularité, leur talent et leur frustration en raison d'être et en mission de vie. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Awiya Mohamed. Awiya est une entrepreneure franco-somalienne accomplie qui a cofondé Afrobyte et The Colors. Afrobyte, à travers ses rendez-vous annuels depuis 2015, provoque la conversation et titille l'innovation entre les écosystèmes de l'entrepreneuriat tech africain, de la diaspora et du continent, et les acteurs internationaux de la scène globale. Quant à The Colors, qui est né en 2020, la vision est de fédérer un écosystème dédié à la cosmétique et à la parfumerie naturelle et multiculturelle dans l'objectif de promouvoir un sourcing durable et une offre inclusive. Reconnue en 2018 par le magazine Fast Company comme l'une des 100 personnalités les plus créatives du monde des affaires, Awiya est une passionnée engagée pour la création des passerelles entre les idées et les individus. Elle a collaboré et construit des projets pour les organisations prestigieuses telles que RTL, Channel 4 International, Alain Afflou, Kering ou encore Cartier. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler avec Awiya d'écosystèmes, d'innovation et surtout de comment fédérer et créer de nouvelles dynamiques d'impact en Afrique. Très bonne écoute. Bonjour Awiya, bienvenue dans Act. Bonjour Nelly, merci pour l'invitation. Comment tu vas? Eh bien, je vais très bien, je te remercie. C'est bientôt l'été, il se passe plein de choses et je suis surtout ravie d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravie de prendre ce moment avec toi. C'est vrai qu'on est toujours en train de courir à gauche, à droite. On n'a jamais le temps de vraiment se poser. Et je suis ravie qu'on prenne ce moment toutes les deux pour échanger un peu voilà, sur tes dynamiques en ce moment, sur ce que tu fais. Et avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes un peu pour ceux qui ne te connaissent pas avec tes propres mots et que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens et ce qui t'anime, quoi. Alors, que puis-je dire me concernant? Écoute, Nelly, je viens d'avoir 45 ans. Je suis née à Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Je suis originaire de Somalie, alors d'une ville, la capitale du Somaliland qui s'appelle Hargeisa. Je suis également la maman d'un petit garçon de 6 ans. Voilà, et l'avant-dernière d'une famille de 5 enfants. Waouh, waouh, les grandes familles, quoi. Les grandes familles, oui. Pour le reste, qu'est-ce que je pourrais te dire? Écoute, voilà, plutôt, on va commencer par l'école peut-être, j'en sais rien, comment ça s'est passé, tout ça, très bien, plutôt bonne élève, mais surtout avec une envie, Nelly, et ça tu l'as compris, une une envie de faire bouger les choses depuis très longtemps. Donc c'est un peu comme ça finalement que tu arrives à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as travaillé un peu en corporate avant de te lancer? Oui, tout à fait. J'ai pas mal navigué entre les 2 domaines, hein. Donc, la partie corporate, comme tu dis, donc, j'ai passé, des moments dans des grands groupes. Je vais en citer quelques-uns, Endemol, Channel 4 International, RTL, voilà, où j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, acquis des expériences aussi très diverses et variées. Et puis j'ai aussi, voilà, lancé quelques entreprises, on va dire. La première, c'était une agence de communication en 2014, que j'ai pas eu le temps de faire grandir parce que j'ai une autre opportunité, en fait, justement, dans un groupe, encore une fois, mais cette fois-ci au Maroc, parce que j'ai eu la chance de m'expatrier 2 fois dans ma vie. La première fois, c'était en 2005 à Londres et la seconde fois, c'était en 2014 à Casablanca. Et c'est là où les choses, en tout cas, ont commencé à prendre, notamment pour la seconde entreprise que j'ai créée, que tu connais, qui s'appelle Afrobytes. C'était en 2014, en tout cas, c'est là où les choses ont commencé. J'étais à Casablanca. Casablanca commence à devenir le hub pour tous les grands groupes internationaux qui venaient s'installer pour rayonner sur le continent africain. Tout à fait. Et de l'autre côté, Nelly, il y avait cette dynamique entrepreneuriale incroyable sur le continent que je ressentais vraiment. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à aller voir.
Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon cofondateur, en tout cas mon associé, Amin Youssouf, et on a pris des billets et on est parti sur le continent. On est allé voir tous ces jeunes gens qui étaient en train de créer des tech hubs, qui étaient vraiment sur toutes ces dynamiques-là. Et on leur a demandé, mais de quoi avez-vous besoin et comment est-ce qu'on peut vous aider? Et ils nous ont dit, bah, écoutez, nous, on a besoin de 3 choses. Ils étaient tous unanimes, Anneli. Ils nous ont dit, bah, nous, on a besoin de partenariats commerciaux solides. Ouais, On a besoin de financement ouais, ça c'est un peu le et classique, ouais. également bah, de visibilité. Voilà, le grand classique. Le grand classique. Donc on s'est dit, on a la chance d'avoir un pied sur le continent, la chance d'avoir un pied là où l'argent est, donc l'Europe, les pays occidentaux. Et c'est comme ça qu'on a mis en place Afrobytes, qui est devenu aujourd'hui une marketplace qui connecte les entrepreneurs du continent africain, on va dire tech, innovants, avec les autres écosystèmes tech internationaux. Et on est très heureux d'avoir participé au storytelling de l'Afrique, notamment sur ces sujets-là, parce que je peux t'avouer qu'à cette époque, c'était pas gagné. Oui, c'était pas gagné du tout. Parler d'innovation, tu te souviens, parler d'innovation sur le continent, c'était difficile. Donc, il a fallu faire remonter toutes ces histoires. 8 ans plus tard, quand on regarde 8 ans plus tard, on apprécie quand même un grand changement fondamental de la narrative finalement. Vous y avez contribué énormément avec tous les rendez-vous annuels que vous provoquez, les sujets, des discussions sans tabou. Ou avant, moi je pense que ce que je trouve quand même admirable chez vous, c'est que votre volonté première, c'est de créer un écosystème panafricain. C'est-à-dire que même si on est dans un Tout à fait. écosystème global, vous arrivez à créer des conversations, en tout cas entre les Africains d'abord, et vous invitez Tout à fait. ponctuellement voilà, les autres à prendre part à la conversation si ça les intéresse. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce sujet justement de créer plus de conversations à l'échelle continentale d'abord, quoi? Et ben, si je peux me permettre, Nelly, ça a été pour moi ma plus grande fierté. Je me souviens au tout début, quand on parlait de ces fameux tech hubs et incubateurs du continent, ce qui était très surprenant, c'est qu'en fait, ils ne se connaissaient pas. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Ils étaient les uns à côté des autres, mais s'étaient jamais rencontrés. Et on s'est dit avec Amine, waouh! À l'époque, je me souviens, on a vraiment investi, vraiment personnellement, on a beaucoup investi. Et on s'est dit, on va faire en sorte qu'ils se rencontrent déjà eux-mêmes avant de les présenter aux autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'entends encore des histoires de gens qui me disent, mais tu sais, oui, cette personne, je l'ai rencontrée à Kelab, au Rwanda. Cette personne, je l'ai rencontrée à iHub parce que tu nous as dit qu'il fallait aller là-bas pour les rencontrer, etc. Et, et moi, j'avoue que cette coopération, cette discussion sud-sud dont tu parles, a été pour moi l'une des choses les plus importantes en termes d'achievement, si je peux me permettre, et vraiment en toute Ouais. modestie. Et c'est vrai que avec du recul, et on était à milieu de considérer la tech africaine comme faisant partie du stage global, comme on dit. Et c'est vrai que quand on a reçu, Nelly, un jour, un coup de téléphone de la rédaction de Fast Company, c'était en 2018, qui nous disait, bah, écoutez, on a parlé de vous à la rédaction de la Fast Company et on a envie de vous lister parmi les 100 personnes les plus créatives dans le business dans le monde. Waouh. Et ça, au départ, on n'y croyait vraiment pas. Et le fait qu'on soit deux, même entreprise, etc., c'était unique, c'était assez unique. Et aujourd'hui, je suis très contente de ça. Et quand je vois tout ce qui se passe, tous les deals, les conversations, les échanges qui sont plus du tout au même niveau maintenant, parce qu'avant, c'est vrai qu'on regardait le continent africain avec toujours ce regard un peu. Mais là, les choses ont changé et je suis bien contente. Donc finalement, en fait, l'entrepreneuriat s'est imposé à toi, en fait. L'entrepreneuriat, ça n'a pas été un processus de réflexion, mais ça s'est un peu imposé à toi par rapport à la personne que tu es et ta volonté tout simplement de changer les choses, en fait. Comment s'est fait la transition entre le corporate et l'entrepreneuriat? Parce qu'on sait que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et en plus, souvent, on me dit, mais est-ce que tu as des entrepreneurs dans la famille? Et moi, je réponds, bah non, non, personne n'est entrepreneur chez moi. J'ai pas eu d'inspiration particulière au sein de ma famille. En revanche, ce que je peux dire, c'est que ma mère avait cet esprit entrepreneurial, Nelly, quand même. C'est quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas pu aller à l'école. Elle a été orpheline dès l'âge de 6 ans. Mais elle s'est débrouillée dans la vie, mais d'une façon extraordinaire. Elle a su saisir les opportunités là où elles étaient, etc.
Et bah, on est là aujourd'hui ensemble en train de discuter. C'était franchement pas gagné pour elle. Et c'est cet esprit, en fait, justement, chez elle qui m'a sans doute poussée. Et l'éducation aussi qu'elle m'a donnée, qui était de, bah, Aouya, fais des choses pour toi, c'est bien, mais pense aussi à ton prochain. Ouais, Essaie d'avoir de l'impact. Mais elle me le disait pas comme ça, elle avait ses propres mots pour me le dire. d'accord, ouais, Et, ouais. et j'ai grandi avec ça, Nelly, et donc je pense que ça vient sans doute de ça. Et je pense surtout, Nelly, que l'entrepreneuriat est une plateforme extraordinaire, est un outil de pouvoir et d'influence extraordinaire. Et ça, je le mesure chaque jour. Quels sont tes challenges aujourd'hui? Parce que quand tu navigues comme ça entre plusieurs continents, plusieurs projets, plusieurs deadlines, quels sont tes challenges? Parce que de mémoire, aujourd'hui, tu as Afrobyte, mais tu as aussi The Colors que tu as lancé récemment. Ça fait quoi, 2, 3 ans maintenant? Absolument. Quels sont tes défis sur chacun des métiers que représente chacune de tes entreprises, en fait? Bah, déjà, quels sont les challenges me concernant? Bah, comme tu sais, voilà, donc moi je suis je suis une femme noire. Évidemment, bah, c'est assez logique, je suis de confession musulmane. Voilà, je suis senior maintenant aussi. Donc tu as toutes ces questions qui s'entremêlent et qui voilà, sont là avec, évidemment, comme tout le monde l'a connu, ce fameux syndrome de l'imposteur. Mais voilà, tu as aussi la possibilité de, comment dirais-je, grâce à ton réseau, grâce à tes amis, grâce à ton entourage, c'est ce genre de défis, en fait, ces challenges, tu les passes un petit peu, voilà, tu les passes un petit peu sous le tapis parce que de toute façon, tu as cette networking-là, tu as ces connexions qui te permettent d'être super résilient et qui te permettent véritablement de te concentrer sur l'action. Et nous, c'est toujours ce qu'on a souhaité donner comme dimension à notre travail, c'est l'opérationnalité. Nelly, très important. On n'est pas dans le plaidoyer, on n'est pas dans, voilà, dans des sujets philosophiques, on est vraiment dans comment opérationnellement aujourd'hui, bah voilà, on peut faire converger des mondes, des dynamiques qui n'avaient pas pour objectif de se parler, mais qui finalement vont se parler quand même, et on va créer de la valeur autour de ça, on va créer de la co-création, et pourquoi pas des opportunités de collaboration. Ça, c'est ce qui m'anime dans ma vie, vraiment. Et par exemple, sur Afrobyte, aujourd'hui, ça fait combien d'éditions déjà? Vous êtes à la septième? On est arrivé à la septième. On l'a faite récemment au MEDEF avec notre partenaire historique. Donc aujourd'hui, bon, on a eu des soucis avec la pandémie, évidemment, donc il a fallu se maintenir. D'ailleurs, voilà, je voulais aussi saluer Amine, mon associé, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et qui voilà, est très animé aussi à faire bouger les choses. Donc oui, oui, alors aujourd'hui, c'est un cycle maintenant. On fait une conférence annuelle Oui. et on fait également des dîners au cercle de l'Union interalliée, des petits dîners où, pareil, on fait en sorte que les entrepreneurs, les grands groupes, les entreprises, etc., se rencontrent, les investisseurs, afin d'échanger sur des sujets, des sujets voilà, qui les rassemblent. Voilà, on a des thématiques. Typiquement, cette année, c'est Positive Africa. Et on est en train de travailler là-dessus. Et notre prochain dîner, c'est le 16 de juin prochain. Voilà, on va faire ça en marge de Vivatech. D'accord. Et on mesure en fait d'impact un peu plus concrètement. Est-ce qu'il y a eu des deals qui se sont faits via Afrobyte, avec le concours d'Afrobyte ou grâce aux rencontres Afrobyte? Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. À l'époque, on n'était pas, on va dire, staffé pour pouvoir mesurer tout ça, Nelly. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des personnes qui sont passées chez nous ont pu bénéficier évidemment de la visibilité parce qu'on a fait un effort énorme, notamment grâce à mon parcours dans les médias, à rassembler à chaque événement énormément de journalistes. Je me souviens, on avait à peu près une cinquantaine de journalistes à chaque fois. Donc la visibilité a beaucoup fonctionné. Et tu sais comment ça fonctionne, hein, un bon storytelling, une bonne visibilité, parce qu'il faut que la visibilité soit aussi, on va dire, pertinente. Euh, et ben ça attire des financements, ça attire des entreprises, ça attire des envies de collaboration. Et voilà, on a plein de gens comme typiquement MFS Africa, etc. Des gens qui sont passés par Afrobytes et qui aujourd'hui, voilà, sont des entreprises hyper dynamiques, très bien financées et qui ont un impact énorme sur le continent africain.
Excellent. Oui, MFS, tu fais bien d'en parler. Je trouve que c'est des exemples un peu dans l'ombre finalement, mais dans l'ombre et dans le quotidien de tous les Africains dont on ne parle pas assez en termes d'innovation et de Absolument. transformation sociétale, quoi. Moi, je trouve que c'est une très, très Et belle voilà. réussite, cette entreprise. Oui, et toutes ces personnes-là, on a rencontré tellement de gens au tout début de leur aventure professionnelle. Et c'est vrai que quand on les voit aujourd'hui, quand on voit qu'ils sont financés, etc., on est content pour eux. On est content pour le Bah, continent j'imagine. africain aussi. Et ce qui était aussi, parce que tu parles d'impact, pardon Nelly, euh, ce qui était aussi important pour moi, c'était aussi, comment te dire, faire intervenir aussi beaucoup de femmes, c'était important pour moi. L'importance du rôle modèle était aussi important pour moi. Je faisais en sorte de faire aussi venir des médias typiquement comme TV5 Monde, voilà, France 24, etc. Parce que je voulais aussi que les jeunes gens du continent voient ce qui se passe sur le continent Le rayonnement, avoir et un leur faire rayonnement global. comprendre déjà ça, le rayonnement global, et surtout qu'ils peuvent aussi construire leur propre réalité sur le continent. Et ça, c'était pour moi super important. Oui, on ne le dit pas assez parce qu'on pense qu'en fait le succès va forcément venir du fait de s'expatrier quand on est sur le continent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'adversités, beaucoup de difficultés, mais on a quand même de très très belles réussites à l'échelle du continent qui mériteraient d'être beaucoup plus valorisées à l'échelle locale pour que les jeunes aient envie de rester sur le continent et qu'ils aient des exemples en fait de passerelles ou même des exemples de rôle modèle, comme tu disais tout à l'heure. Je me rappelle, Tout à fait. il y a 10 ans, quand je m'intéressais à l'entrepreneuriat, on avait très, très peu de gens qu'on pouvait identifier, qu'on pouvait se représenter, en fait. Et je trouve qu'avec des initiatives comme Bien sûr. Afrobyte, vous avez fait remonter un peu en surface des initiatives très locales qui sont devenues un peu globales, juste avec le pouvoir de la communication et le pouvoir de la digitalisation. Et qui sont les exemples pour les jeunes d'aujourd'hui, de dire que eux, ceux qui commencent quasiment 10 ans après nous, ne commenceront certainement pas au même endroit que nous, quoi. Ils vont avoir une longueur d'avance. Et Exactement. heureusement que nous sommes essuyés toutes les difficultés pour leur donner cette longueur d'avance-là. Et c'est en ça que je trouve que bah, votre initiative, longue vie à Afrobyte et tout ce qui tourne autour, quoi. On va aller sur un Bah, écoute, sujet un peu plus... on fait de notre mieux. Exactement, bah, c'est un super mieux, hein. C'est un super mieux. Parce que, genre, j'ai pas envie de le dire comme ça, mais des fois, je questionne les gouvernements sur leur place, sur leur vision pour le continent. Et puis, comme toi et moi, on le sait très bien, c'est nous, finalement, les indépendants, les entrepreneurs qui avons pris les choses en main pour donner aussi une forme de direction au continent et montrer à la jeunesse actuelle que voilà, tout est à faire, tout est possible. Il faut juste réussir à se frayer un chemin, quoi. Mm, Donc, absolument. pour revenir un peu à un sujet qui, moi, particulièrement me passionne, et je sais que tu suis aussi ce sujet-là, et j'étais vraiment ravie quand vous avez lancé The Colors sur vraiment le travail autour des marques de façon un peu plus précise. Euh, je trouve tout de même qu'aujourd'hui, quand on prend à l'échelle du continent, si j'observe un peu toutes les marques qui performent très bien dans l'industrie cosmétique, par exemple, les parfums, ce sont des marques aujourd'hui qui sont greffées en fait sur des écosystèmes français, par exemple. Parce que nous, à l'échelle de l'Afrique, en termes de production, en termes de technique, en tout cas de production, il nous manque encore beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce que tu penses, ou bien quel pourrait être l'impact, en tout cas d'un meilleur accompagnement des marques africaines dans le secteur des cosmétiques, par exemple? Qu'est-ce que tu penses qu'il manque pour vraiment passer encore à l'échelle d'après? Et je suis contente que ce sujet te plaise parce que je trouve que c'est un sujet absolument passionnant et qui va nous permettre aussi, tu sais, Nelly, de faire un petit peu comme on a fait avec Afrobytes, de mettre en place aussi un storytelling autour de ce sujet-là, qui est un sujet essentiel, porteur d'opportunités, mais également avec des enjeux assez importants. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les produits cosmétiques du continent africain, on va dire, les produits cosmétiques africains traditionnels ont gagné en popularité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'augmentation de la demande de produits naturels dans le monde. Et ça peut jouer énormément pour le continent africain et sur le continent africain. Donc ça c'est vraiment un sujet qui nous passionne. Et on s'est dit avec Amine, voilà, il y a ce sujet-là. Comment est-ce qu'on peut, on va dire, montrer l'importance du continent africain dans l'industrie de la cosmétique mondiale?
Voilà. Et on s'est dit, bah tiens, et si tout simplement on montrait l'entièreté de la chaîne de valeur? Parce que en règle générale, quand on regarde tous les maillons de la chaîne, le premier maillon de la chaîne, et on le sait, hein, les produits naturels du continent africain, Les voilà, il y en a ingrédients. voilà, les ingrédients, on les connaît, hein, le beurre du karité, l'ilang-ilang, voilà, l'huile de coco, etc. Donc il y a pas mal de choses qu'on connaît parfaitement. Et, et souvent, ceux qui travaillent ces matières-là sont des agriculteurs et en grande majorité, ce sont des femmes. Donc il y a énormément d'enjeux dont il faut se saisir pour tout simplement que ce secteur devienne un secteur clé sur le continent africain, qu'il soit aussi structuré et valorisé. Et donc voilà, tu me posais une question super importante sur l'impact. Déjà, un meilleur accompagnement des marques africaines, Nelly, déjà, ça permettrait de promouvoir ces entreprises africaines et de renforcer l'économie locale. Ça, c'est super essentiel. Quand on sait que la population du continent africain va doubler en 2050, hein, ça, c'est pas nouveau, tout le monde le connaît. Je te laisse imaginer le nombre d'opportunités professionnelles qu'il va falloir créer pour ces jeunes qui arrivent sur le marché chaque année. 29 millions, c'est pas rien. Et donc voilà. Et donc les gouvernements du continent africain, je les encourage vraiment à développer on va dire des politiques locales sur ce sujet-là. Évidemment, on a parlé des ressources naturelles, beurre de karité, l'huile d'argan, l'huile de coco, le cacao, et aussi les nombreuses plantes médicinales, hein, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on est aussi très bon sur ces sujets-là. Voilà, et donc ces ressources permettent de créer des produits uniques, et il faut valoriser ça, il faut capitaliser sur ces sujets-là. Donc je pense que voilà, un meilleur accompagnement pourrait permettre de valoriser ces questions-là, et c'est ce qu'on fait avec The Colors. En quelques mots, The Colors, c'est un écosystème dédié à la cosmétique et à la parfumerie naturelle et multiculturelle. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de promouvoir un sourcing durable et surtout de l'inclusion dans ce secteur de la beauté. Et on a commencé par faire des focus pays. Alors, on est allé au plus proche. Amine est d'origine des Comores. Et donc, on a commencé par les Comores. On a commencé par faire un focus sur les Comores, qui est un pays essentiel hein, dans tout ce qui est parfumerie, avec l'ilang-ilang. C'est l'un des producteurs, l'un des seuls producteurs mondiaux d'ilang-ilang. Et donc, on s'est dit, bah voilà, on va promouvoir l'ilang-ilang, on va promouvoir les capacités du pays à produire. Après, évidemment, les Comores sont confrontés à de nombreux challenges qu'on a évoqués ensemble, en effet, l'exportation, la structuration de la filière, etc. Donc, on essaie aussi, tu vois, de mettre en avant ces problématiques pour, on ne sait jamais, créer des opportunités pour des personnes qui souhaitent justement, comment te dire, parce qu'en fait, il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui veulent aussi s'adapter à la demande mondiale, des produits plus transparents, des produits plus durables, etc. Donc, comment aujourd'hui faire en sorte que, voilà, que les marques et que les producteurs, on va dire, soient sur le même même pied d'égalité dans les discussions. Ça, c'est important pour nous. Très bien, très bien. Et je trouve que ce que tu dis a beaucoup de sens aussi dans le sens même de la vision du marketing pays, de nos propres pays sur le continent. Parce que je trouve inadmissible que, par exemple, les Comores soient l'un des premiers producteurs de ylang-ylang au monde et que ce ne soit pas connu du plus grand nombre. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un label? Donc, toutes ces démarches finalement de marque et de propriété intellectuelle et même de propriété territoriale. Comment faire pour accélérer cette partie-là? Et je trouve que justement, à travers les marques, comme vous faites, c'est une très, très bonne démarche. Mais les pays, clairement, je ne comprends pas comment ce n'est pas au cœur de leur stratégie de communication de créer des labels territoriaux. Parce que ces Tout labels à fait. territoriaux-là permettraient d'avoir plus de valeur ajoutée, en tout cas, sur ce qui se fait dans les pays, et permettraient aussi de promouvoir indirectement une forme de tourisme aussi vers les pays. On est bien installé en Ah, France pour voir comment la France travaille son image de marque en partant de ses territoires. Est-ce que vous absolument. faites aussi un accompagnement est-ce que, par exemple, quand vous choisissez un pays comme les Comores, les institutions locales sont aussi partie prenante ou comment vous faites en fait?
Absolument et on est super content parce que justement toutes les parties prenantes étaient présentes typiquement à notre dernière, conférence, annuelle parce qu'ils sont parfaitement conscients des défis. Ils sont parfaitement conscients aussi des inégalités dont tu viens de parler et aussi ce manque d'images réelles, parce que, je veux dire les Comores sur le plan, économique, on va dire ils ont un vrai avantage concurrentiel avec cette histoire d'Ilang-Ilang. Comme tu le dis parfaitement, on ne le sait pas. Donc il y a plein de choses, Nelly, à structurer. Et nous, on essaie justement de mettre en place ces conversations de manière à ce que voilà, les choses soient discutées. Et au-delà de ça, moi, j'ai beaucoup aimé lors de notre dernière session, on a aussi parlé d'un sujet qui m'a beaucoup plu, c'est l'économie bleue. Ça, je connaissais pas. Qu'est-ce que c'est l'économie Alors, bleue? eh ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 70% de la planète est composée d'eau, donc la mer, océan, etc. Et donc, autour de ça, il y a des innovations à mettre en place. Typiquement, tu parlais de tourisme littoral, l'activité des ports, la question de la sécurité, tout ce qui est aquaculture, etc. La pêche, il y a énormément de choses, d'activités voilà, sur lesquelles on peut innover et qui peut rapprocher aussi un certain nombre de pays. Typiquement, on a organisé une discussion entre Madagascar et les Comores sur ce sujet-là. D'accord. Tu vois, donc on aime aussi, Nelly, faire émerger ce type de sujet pour, voilà, encore une fois, aller de l'avant sur la possibilité de créer des opportunités de collaboration. C'est essentiel et tu vois, j'apprends quelque chose aujourd'hui, je connaissais pas, on est familier en tout cas en cette époque de l'économie verte, mais c'est vrai que l'économie bleue, on n'en parle pas assez et comme tu le dis, c'est un atout que beaucoup de nos pays en Afrique ont finalement parce qu'on est bordé d'eau du nord au sud, de l'est Tout à à fait. l'ouest et on n'abuse pas de ces avantages concurrentiels-là. Et je suis d'accord que ça devrait être au cœur aussi de nos visions de développement, en tout cas pour les pays qui Absolument. sont entourés d'eau, quoi. Absolument. Et c'est source d'emploi, encore une fois, parce que c'est ça l'impact dont tu parles. C'est source d'emploi. Tous ces sujets-là sont source d'emploi. Super. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui, par exemple, et je sais que tu vois un peu des deux côtés les dynamiques entrepreneuriales entre les dynamiques de la diaspora et les dynamiques locales. Est-ce que tu as le sentiment, en tout cas, moi, de l'extérieur, c'est ce que j'ai l'impression que tout ce qui est, par exemple, sourcing, matière, structuration de la chaîne de valeur en amont, avant la phase de production et de transformation, on est vachement sur des économies institutionnalisées et en bout de chaîne, sur tout ce qui est branding, marque, on est beaucoup plus sur des entrepreneurs un peu indépendants. J'ai le sentiment, si j'analyse aussi un peu l'écosystème français, qu'il y a une nécessité de créer des hubs de compétitivité à l'échelle africaine pour essayer de faire rencontrer ces deux univers-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi dans l'animation de cet écosystème-là? Je trouve qu'il y a encore une sorte de dissociation entre... il y a une sorte de rupture, en tout cas, entre la source et le marché. Comment tu penses que nous, à l'échelle de l'Afrique, on pourrait réussir à créer des écosystèmes centralisés physiquement aussi en Afrique pour vraiment bénéficier de cette opportunité de l'industrie cosmétique qui aujourd'hui est en train de fuir la chimie parce que c'est vrai que beaucoup de marques cosmétiques sont des marques quand même souvent beaucoup dérivées de la chimie. Et nous, en Afrique, on a l'avantage d'avoir des marques qui sont, je sais pas si c'est le bon terme, mais des marques qui sont beaucoup plus holistiques, qui partent d'une démarche 100% naturelle souvent et qui proposent aussi de dire on n'est pas juste sur la cosmétique du visage, de dire de la crème, mais aussi être sur la cosmétique de l'alimentation, de dire finalement la beauté c'est aussi ce qu'on mange. Et ne trouves-tu pas qu'il y a une grosse opportunité là qui est peut-être encore aujourd'hui sous-exploitée de la part des entrepreneurs et que finalement pour que ça réussisse à être exploité, il faut que les gouvernements se prennent en main et créent des hubs? Ah, alors là, c'est un sujet passionnant. Et là, tu mets le doigt vraiment sur cette question d'écosystème à créer. Et j'ai aimé ta phrase quand tu disais l'Afrique fuit la chimie. Je trouvais ça intéressant. Bon, après, c'est pas qu'on fuit, c'est que l'innovation technologique chez nous ne nous permet peut-être pas d'aborder la question. Et moi, je trouve que parfois, Exactement. nos contraintes sont des opportunités, hein. Tout à fait. Et c'est dans les milieux les plus contraignants qu'on innove.
moi, je pense tout simplement qu'il y a un écosystème à créer. Tu parlais d'agences de branding africaines, etc. Évidemment qu'il faut les mettre dans la boucle pour aider dans ce domaine. Un bon branding, et ça, nous, on l'a vu, un bon branding, et nous, on a fait en sorte d'avoir un branding toujours chiadé, parce que les gens n'achètent pas un produit, ils achètent aussi une histoire, Nelly. Du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va entraîner une chaîne. Un bon branding va attirer le regard, un bon storytelling, du coup, ça va aussi attirer du financement et ça va encourager les investissements. Et donc, même, on va dire les investissements, en tout cas les investissements adaptés. Et moi, j'y crois énormément. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette industrie de la cosmétique, en tout cas ce sujet de la cosmétique en Afrique, est un peu vu comme un sujet photogénique, Nelly, et pas forcément comme un sujet business. C'est fou quand même, hein. C'est assez impressionnant. C'est fou cette Exactement, c'est assez perception. impressionnant. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'il faut, comme tu disais, mettre en place cet écosystème, faire en sorte que les défis, les challenges soient aussi bien identifiés pour pouvoir y répondre. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'un bon branding pourra aussi, parce que moi, je pense beaucoup à la génération suivante, pourra aussi susciter des vocations. Évidemment, quand tu vois une jeune femme qui réussit dans la cosmétique avec des produits naturels, etc., et qui a un bon storytelling, un bel environnement, et qu'elle fait une belle promotion de ce qu'elle fait, évidemment, ça donne. Et donc, ça c'est super important. Et je pense que il y a aussi un sujet qui est très important et qui, moi, me touche énormément, c'est la préservation du savoir-faire naturel. Et on a la chance d'avoir ça. Ça fait partie de notre patrimoine immatériel et la meilleure façon de préserver, c'est d'innover en les réactualisant, en les mettant au goût du jour et en les partageant avec. J'y crois vraiment à fond, pardon l'expression. Et je vois même l'effet que ça a sur les différentes générations. Le lien que ça crée. Je sais pas toi, Nelly, mais avant de Colors, je dis pas que j'en parlais pas vraiment avec ma mère, mais maintenant je commence à en parler un petit peu et tu peux pas savoir à quel point je découvre des choses. Et c'est intéressant de voir comment ça lie les générations, Ouais. etc. Et je suis contente de connaître les petites astuces de ma mère. Moi, je l'ai toujours regardée quand j'étais petite, sans vraiment la questionner. Et alors que là, tu vois, il y a vraiment matière. Et tu sais que quand tu regardes les grandes marques, quand tu regardes les grandes marques internationales et que tu entends le storytelling, parfois, bon, moi je dis les gars, c'est du bluff. Nous, c'est pas du bluff en fait. Ce sont vraiment les secrets de nos grands-mères en fait. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est où, par exemple, je trouve parfois qu'il y a une frontière que certains Africains n'ont pas encore compris entre la tradition et la modernité, et de dire que finalement, on n'a aucune honte à être traditionnel. Il faut juste utiliser les outils d'aujourd'hui pour parler de qui nous sommes et exprimer en fait notre patrimoine, notre vision de la vie. Et c'est en ça que nous sommes exceptionnels et nous sommes rares en fait. C'est-à-dire que les histoires que nous pouvons raconter, moi en tant que Camerounaise, sur les rituels de beauté de ma mère, les astuces qu'elle a, c'est pas des histoires qu'une Française pourrait raconter, par exemple. Et ça, ce serait pas du mensonge de faire ce storytelling-là. Donc, je suis d'accord avec toi que finalement, et moi, je l'ai beaucoup ressenti dans mon parcours entrepreneurial, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à intégrer en fait la notion de patrimoine et la notion de transmission des savoir-faire anciens, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de conversations avec la génération d'avant moi. Et on a commencé à se comprendre. Parce que quand je parlais juste entrepreneuriat, business, on se comprenait pas. Ils comprenaient pas de quoi je parlais. Mais quand j'ai commencé à dire, OK, l'artisanat, tout ce qu'on sait faire, tout ce patrimoine qu'on a, toutes ces belles choses qu'on a chez nous, mais qu'on estime qu'elles sont trop traditionnelles et qu'on ne veut pas les valoriser parce qu'on estime que tout ce qui est bien est soi-disant moderne. Mais en fait, c'est où se niche notre plus grande richesse. Parce que c'est ça qui fait la signature de notre singularité. Et je suis d'accord avec toi. On a réussi quand même en moins d'une décennie à mieux connecter sur le plan intergénérationnel. Et je vois toutes les marques dans l'univers, par exemple, de la mode, des accessoires, même du design qui réussissent aujourd'hui. Ce sont celles-là qui ont compris que l'histoire commence en fait à la source. Et la source, en fait, c'est notre patrimoine. Qu'il soit immatériel ou matériel, c'est vraiment la source, c'est notre patrimoine. Et c'est encore beaucoup plus vrai dans la cosmétique parce que comment tu vas faire une crème à base de karité si tu travailles pas avec ces femmes qui travaillent sous leur baobab à transformer les noix en beurre en fait.
Si tu ne commences pas là à raconter leur histoire, bah, tu n'as pas de carité. Si on n'a pas ces Exactement, mamans, on n'a pas de carité. Et c'est ça la réalité, que c'était exactement. pas le focus des marques, des grands groupes internationaux, mais ça devrait être notre focus. Et je trouve que ça peut aussi emmener une forme de dignité à notre démarche. Et aussi je ne sais pas toi comment tu touches ces frontières entre l'identité, l'acceptation de soi dans un écosystème qui est souvent brandé en faveur de l'Occident et pas en faveur de nous. Je trouve que finalement, toutes ces démarches entrepreneuriales nous confrontent à notre identité et permettent finalement qu'on accepte en fait qu'on a ce qu'on a en nous est notre plus grande richesse. C'est ce que tu viens de dire est absolument clé. En effet, valoriser le savoir-faire, la préservation des écosystèmes. Typiquement, tu parlais des femmes qui transforment le beurre de karité, enfin en tout cas qui transforment, qui sont là pour l'identifier, pour le ramasser, pour faire le beurre de karité brut. Elles sont là, elles connaissent les arbres, elles C'est savent les ça, identifier. Tu vois, et ça, c'est peut-être un détail, mais c'est super important tout à fait. qu'elles pourront transmettre ensuite, tu vois, aux générations suivantes. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important qui est de valoriser le continent, valoriser le savoir-faire du continent et valoriser tout simplement les ressources du continent pour que les jeunes gens et les Africains en général en soient fiers. Ça générera en effet la confiance et tellement de choses. Et toi, alors, pour entrer peut-être dans la deuxième et un peu la dernière partie de notre conversation, toi qui as beaucoup d'expérience maintenant, tu as vu passer devant toi beaucoup d'entrepreneurs et si je ne me trompe pas, tu as récemment intégré aussi un fonds dont tu es au board. Euh, je sais que la question du financement est souvent la question qui reste en suspens pour beaucoup d'entrepreneurs. Comment tu pourrais conseiller, par exemple, quelqu'un qui est dans une démarche entrepreneuriale à se préparer pour l'investissement? Bah, en fait, il y a tellement de choses à régler avant, Nelly. Déjà, on vient de le dire, on parle bien d'entrepreneurs donc dans la cosmétique. Il y a déjà le sujet à brander. Donc ça c'est super important. Le storytelling qui va avec. Les questions aussi sur le potentiel de l'exportation. Parce que ça aussi, c'est un sujet très important. Comment exporter quand on sait que les critères d'entrée aux États-Unis, d'entrée aussi en Europe sont très sévères, ce qui est très bien d'ailleurs, hein. Donc il faut aussi que les entrepreneurs s'adaptent à cet ensemble justement de critères internationaux. Donc ça, c'est aussi un sujet. On a aussi un sujet qui est aussi un gros défi, c'est la transformation des ressources naturelles. Comme tu le sais, nos ressources sont exportées et ça veut dire que la majorité de la valeur ajoutée, en fait, est captée par les pays importateurs. Tout à fait. Donc, on a notamment un sujet sur lequel il faut travailler et dont les gouvernements, j'aimerais tellement qu'ils s'en saisissent. C'est le sujet de la transformation au niveau local des matières premières, ce qui permettrait de créer des emplois, évidemment, Nelly, et tellement d'autres choses, de la valeur ajoutée aux produits. Ce serait vraiment juste, en tout cas, ça permettrait de changer le rapport de force entre les différents acteurs dans ce domaine. Ça peut encore renforcer la confiance du consommateur dans les produits cosmétiques. Et surtout voilà stimuler évidemment la croissance. Donc encore une fois, moi j'ai vraiment envie de lancer un appel, comme tu disais, au gouvernement, parce que le potentiel est énorme. Le potentiel en formation, sur le plan éducation, c'est un sujet extrêmement valorisant. Et au regard, moi je vois par exemple quand j'en parle, quand je dis mais est-ce que tu savais que ce produit-là a été produit sur le continent africain, tellement de gens me disent bah non, je le savais pas. Mais aujourd'hui il y a une réelle conscience, l'envie de connaître, au-delà de la traçabilité, l'envie de connaître qui est à l'origine de ce produit. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup d'initiatives, tu as beaucoup de startups qui commencent à se dire, bon bah voilà, on va essayer de mettre en place un projet qui permettra aussi déjà d'engager le fermier qui était au bout de la chaîne, de l'encourager et surtout de le financer à sa juste valeur. Ouais. Ça c'est essentiel. Et puis après, tu parlais des entrepreneurs. Il y a la concurrence internationale. Voilà, comment se positionner par rapport à la concurrence internationale qui est très rude. Je suis totalement d'accord. En plus, sur ce secteur-là, qui est déjà très normé, très codifié, ce n'est pas évident quand on est un acteur africain de s'affranchir en fait de toutes les barrières à l'entrée. Et quand je vois, Complètement. quand tu regardes par exemple en France des très grands succès comme
Kelly Massol avec sa marque. Je trouve que voilà, c'est des exemples qui prouvent que beaucoup de choses sont possibles encore et que si on se ramène à l'échelle du continent et si on réussit à créer des unités de transformation même à échelle, même à taille humaine à l'échelle du continent, on a beaucoup de choses à explorer parce que quand je vois qu'aujourd'hui, l'industrie de la cosmétique en Afrique est encore gangrenée de tous les problèmes de blanchiment de peau notamment, je trouve qu'il y a un déficit en fait d'éducation même sociale sur ce que c'est que Tout la à fait. beauté, ce que c'est que d'avoir une belle peau, ce que c'est que d'avoir des soins qui permettent d'avoir comment dire, des principes actifs qu'on peut consommer même dans l'alimentation pour avoir une belle peau. Je trouve que voilà, comme tu dis, les gouvernements doivent aussi prendre leur part des choses pour éduquer de façon globale. Et les investisseurs, clairement, il faut réussir à accompagner les entrepreneurs dans ces démarches-là. C'est vrai que Tout à souvent, j'ai fait. le sentiment que beaucoup d'entrepreneurs africains se retrouvent à devoir créer des solutions à des problèmes sociétaux. Mais bon, j'ai envie de dire finalement, c'est aussi ça l'utilité publique, hein, de dire on n'est pas qu'une entreprise pour gagner beaucoup d'argent, il faut aussi avoir une utilité publique qui est prouvée. Et si tu regardes les 15 Oui. dernières années, il y a quand même pas mal de marques qui ont émergé du continent qui sont partis voilà, de la pharmacopée naturelle locale pour créer des solutions pour les locaux. Maintenant, bon, ça me fait rigoler quand je vois Tout à aussi des fait. grands groupes comme Yves Rocher se réinstaller en Afrique. Je dis, bon, c'est peut-être l'exemple aussi et le challenge pour nous de créer nos propres marques locales et de créer des chaînes de distribution locales, tu vois. Exactement. Et ça, ce sera possible aussi quand on aura aussi plus de laboratoires sur le continent. Ça aussi, c'est un gros challenge, Nelly. On n'en a pas assez, c'est très limité, ce qui crée des défis énormes dans l'industrie. Et notamment, du coup, ça crée aussi un peu de défiance à l'égard des produits africains, parce qu'ils se disent, bah voilà, en fait, la chaîne de valeur n'est pas complètement présente sur le continent africain. Qui me dit que mon produit est 100% correct? Donc voilà, il y a aussi ce sujet-là à adresser. Donc le jour où on aura aussi la possibilité d'avoir tout un processus de production sur le continent africain, et encore une fois, j'encourage vraiment les gouvernements à s'y intéresser parce qu'en termes de potentiel, voilà, encore une fois, économique, c'est juste énorme. La demande est là, Nelly. Je suis d'accord. Il faut donner la possibilité à nos entrepreneurs du continent de pouvoir, comme tu dis, être investisseurs ready C'est ça. aussi. Voilà, ça c'est important qu'ils soient aussi prêts pour pouvoir se présenter face aux investisseurs. Mais pour ça, il faut que l'écosystème soit construit. Il faut qu'il y ait quelque chose qui leur permette de se dire, de donner aussi confiance aux personnes qui vont investir et parier sur eux. J'ai envie de poser la question, mais j'arrive pas forcément à savoir comment la formuler. De dire, voilà, pour ces marques-là qui veulent réussir dans ce secteur, d'après toi, je sais que tu as cité déjà des exemples de structuration environnementale et contextuelle qui leur permettraient de réussir, mais au plan vraiment intrinsèque de la marque elle-même en interne ou de l'entrepreneur lui-même, est-ce que toi, tu aurais trois tips à partager avec des aspirants entrepreneurs dans ce secteur-là pour se démarquer, pour réussir, pour appartenir à un écosystème, notamment un peu comme vous faites dans la dynamique des cohortes. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme trois conseils à un jeune entrepreneur qui aspire à ce secteur-là et qui aurait besoin d'un peu de direction? Oui, alors moi c'est un peu une philosophie que je me donne aussi, pas seulement pour les entrepreneurs. Je pense que les femmes entrepreneurs, enfin les entrepreneurs en général, ou les gens qui réussissent en général, Nelly, dans les affaires, suivent en fait trois principes. Et c'est marrant que tu parles de trois conseils, trois tips. En fait, il faut essayer d'apprendre des gens qui vous ont précédé. Ça, c'est super important, je pense. Je pense il faut aussi entourer enfin, on va pas dire entourer, mais on va dire soutenir les gens qui vous entourent et qui aspirent à devenir comme vous. Tu vois, je pense que c'est important de donner et d'engager sur ce qu'on fait. Ça, c'est super important. Et, euh, et si possible, élever ceux qui sont derrière nous, en fait.
Ça, c'est quelque chose. Alors, tu viens de dire deux choses fondamentales qui sont un peu à la racine de pourquoi j'ai lancé ce podcast. C'est ce soutien vertical et horizontal. De dire que, Exactement. en gros, parfois, je trouve que parfois on fait le networking vertical, de dire, voilà, il faut qu'on parle à celui qui est devant nous, celui qui a une meilleure position que nous, sans comprendre qu'en discutant justement avec les gens qui sont au même niveau que nous, qui ont les mêmes difficultés que nous, on peut consolider nos efforts en fait et avoir justement un pouvoir Tout à fait. collectif qui est beaucoup plus impactant que le pouvoir individuel que chacun aurait. Et je suis totalement d'accord avec toi qu'il faut pas seulement voir il faut pas seulement voir la réussite de façon très verticale, il faut la voir aussi de façon très horizontale, de dire que tous ceux qui gravitent autour de nous, leur réussite permettra aussi notre réussite, parce que c'est une notion aussi finalement de Exactement. groupe et d'écosystème. Donc, soutenir ceux qui sont derrière nous totalement, soutenir ceux qui sont à côté de nous encore plus. Et je pense que quand on est dans des écosystèmes comme le nôtre, qui est, on pourrait nous targuer d'écosystèmes communautaires. Mais je pense que nous, à l'échelle du continent, vu la vision la vision que nous avons pour le continent, l'engagement que nous avons pour nos entreprises, pour le changement aussi sociétal, de la perception qu'on peut avoir de notre continent, tu viens de donner deux secrets clairs, en fait, de dire finalement nos écosystèmes, c'est comme ça qu'ils vont devenir forts. C'est-à-dire que les initiatives de chacun d'entre nous, nous sommes les garants de la réussite des initiatives qui nous entourent, en fait, finalement. Exactement, exactement. Et moi, j'aime beaucoup une phrase, je ne sais pas si tu la connais, Carole Tawema. Elle est béninoise, elle fait du beurre de karité premium pur au Bénin. Et elle a dit un truc super intéressant. Elle dit en fait que vivre caché est toujours plus facile et confortable. Mais le but ultime quand on est visible ou quand on a de l'influence, c'est de l'utiliser pour les autres. Ah, ça c'est puissant. Et ça, je trouve ça absolument puissant. Et elle a même rajouté quelque chose. Cela n'a aucun intérêt d'être l'unique ampoule qui brille au plafond. C'est vilain. Mais tu sais, Aouya, ça c'est un challenge générationnel parce que Tout ça, à c'est un fait. sujet qui me brûle, moi, tu vois. Parce que des fois, j'ai l'impression. Mais après, j'ai eu une conversation avec, peut-être tu la connais, Adama Paris, qui me Tout disait à qu'elle fait. est convaincue que en fait, ce sont des individualités puissantes qui permettent de servir la collectivité. Donc, moi, je suis Tout vraiment à dans fait. cette dualité aujourd'hui de dire oui, la communauté, c'est totalement important. Il faut qu'il y ait de plus en plus de lumière. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi que le fait qu'on ait le sentiment qu'on a encore des formes d'individualité, c'est parce qu'on n'est peut-être pas encore tout simplement assez puissant. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau de maturité économique qui nous permet d'avoir confiance assez en nous pour tendre la main à côté de nous parce moi je ressens ça parfois de dire que certains ne tendent pas la main parce qu'ils ont l'impression que si te tendent la main, tu vas manger leur pain. Donc, du coup, voilà, Tout à comme ils fait. sont pas encore sûrs, qu'ils n'ont pas encore consolidé leur territoire, ils osent pas s'ouvrir. Et je me dis que c'est peut-être vrai de dire que on est quand même assez jeunes, en fait, dans nos démarches. On est des jeunes entreprises qui essayent d'exister, qui essayent d'aller dans l'adversité. Et de l'adversité, on sait qu'on en a de tous les côtés parce que ce n'est ni facile Mhm. pour nous, ni en Afrique, ni en Occident. Donc, les environnements d'adversité, c'est notre quotidien. Du coup, dans cet environnement d'adversité-là, comment faire pour nourrir la confiance? Et c'est à ça que je m'évertue tous les jours de dire comment je peux rassurer en fait ceux qui sont autour de moi, de dire que si je tends la main, je viens en paix, littéralement, je viens en paix. Et c'est parce qu'ensemble, on va s'asseoir, on va définir des agendas communs, on va provoquer des conversations beaucoup plus fréquentes, qu'on va réussir à avoir aussi l'idée de comment serrer les maillons de la chaîne, en fait. Et je trouve que la phrase de Carole, elle est puissante. Et quand elle dit que finalement, c'est pas la seule ampoule qui est au plafond là qui va éclairer en fait la maison. Et je trouve que c'est vrai C'est parce que vrai. quand on regarde notre continent, la superficie de notre continent, le nombre d'habitants de notre continent, le nombre de pays, c'est pas seulement les individualités qu'il nous faut. Même s'il nous faut des individualités puissantes, il nous faut des collectivités qui ont des agendas communs, qui ont envie de Exactement. donner une direction. Et la seule façon je pense, c'est de commencer en fait à se voir plus souvent. Et c'est pour ça que je trouve que
un rendez-vous comme Afrobyte qui invite à justement se retrouver et à discuter des challenges ou à définir un agenda commun, il faut qu'on multiplie ce type de dynamique. Et aussi, peut-être, je me doute que c'est aussi un challenge pour vous, que c'est dans votre vision, et qu'on ait beaucoup plus ces conversations aussi sur le continent, non? Est-ce que vous avez envisagé de faire des éditions aussi sur le continent? Ou peut-être vous en avez fait et que j'ai pas pris connaissance, Non, alors, j'en alors, suis navrée. alors oui, oui, on en a fait quelques-unes, on en a fait au Rwanda, on en a fait au Kenya, etc. C'est un sujet vraiment super important et tu parlais aussi d'une façon quand même de générosité dans l'entrepreneuriat. Et moi, tu sais, j'ai toujours vu que quand tu donnes, Hmm, tu gagnes tellement. c'est vrai. Alors c'est vrai, parfois tu te dis oui, mais si je lui donne ça, etc. Non, 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 tu verras. Quand tu donnes, en fait, et quand tu le fais avec bon cœur, tu es gagnant. Et en fait, le sujet que tu es en train d'évoquer, c'est évidemment qu'il faut mettre autour de la table les bonnes personnes, mettre en avant les bons sujets, discuter des challenges et des enjeux de manière totalement ouverte. C'est super important. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas le choix, Nelly. On a un défi démographique sur le continent africain qui est juste essentiel. Et je pense très clairement que structurer une industrie de la cosmétique sur le continent africain pourrait franchement donner des possibilités et offrir des opportunités, notamment au continent en termes d'image. Évidemment, ça changera énormément le rapport avec le reste du monde, ça c'est sûr et certain. Et puis l'image, voilà, l'image effectivement du continent aura un tout autre, aura une toute autre saveur, on va dire, si je peux me permettre. Et puis surtout, ça créera aussi des opportunités aux entreprises internationales qui doivent aujourd'hui s'adapter à la demande de leurs consommateurs. Donc, la balle est dans notre camp. Je sais que nous, en tant La qu'entrepreneurs, balle est dans notre camp. oui, en tant qu'entrepreneur, que ce soit toi, moi, des personnalités comme Amine et tous ceux qui gravitent autour de nous, on est déjà dans ce mindset-là. Mais c'est pas évident aussi de driver d'autres dans le même mindset. Mais bon, ça prend Ouais. du temps. C'est des choses qui prennent du temps. Et je pense qu'à partir du moment où on a la bonne disposition psychologique pour entamer ces sujets-là, ça arrive, quoi. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis convaincue qu'on est sur la bonne voie, qu'on est sur la bonne voie parce que, voilà, on est volontaire, on a montré ces dernières années qu'on s'arrêterait devant rien. Donc, ce n'est pas ce petit Absolument. détail qui va nous arrêter. On va continuer à Tout pousser à et fait. puis ceux qui sont têtus, on les met de côté, on avance et on avance. De toute façon, nous, on a toujours été, c'est notre philosophie, hein, voilà, ceux qui comprennent embarquent, ceux qui comprennent pas, c'est pas très grave. Mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi, Nelly, le potentiel est là. Le potentiel est là. Il faut capitaliser sur justement cette demande internationale de produits naturels qui, pour le continent africain, est une très très belle opportunité. Totalement, totalement. Ben, voilà, Louia, on arrive presque à la fin de notre conversation. Est-ce que tu as des conseils que tu aimerais donner à des aspirants entrepreneurs, quel que soit leur domaine? C'est vrai que moi, mon domaine et une grande partie de l'audience, on est très porté sur les industries culturelles et créatives, mais je trouve que voilà, la proximité avec la tech et bien sûr bah, le financement et dans les industries culturelles, bien, moi, j'ai tendance à mettre la cosmétique, les autres ont tendance à la mettre ailleurs, mais j'ai tendance à mettre aussi tous l'écosystème, c'est vraiment mode, beauté, luxe. Pour moi, tout ça, ça gravite autour de la même chose. Quels seraient tes conseils à des aspirants entrepreneurs dans ce secteur-là? Dans le secteur de la cosmétique, De la cosmétique de façon précise, mais des industries culturelles at large, quoi. bah, déjà, évidemment, tout le monde dit que le why est important. Pourquoi vous faites les choses? Ça, c'est super important. Après, tout est une question de personnalité. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Souvent, c'est des motivations personnelles. Et moi, j'ai envie de dire, si c'est quelque chose qui vous anime, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Faites-le bien. Faites-le bien de manière à ce que justement, ça puisse aussi profiter à d'autres. Très bien, très bien. Mm. Faites-le bien, mais préservez-vous aussi peut-être. Oui, 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 ça c'est évident. Ça c'est évident. L'entrepreneuriat, c'est très très difficile. On le sait tous, hein, Nelly, ça peut parfois même nous mener à des situations très complexes.
Mais encore une fois, moi, je suis animée par quelque chose de très naïf, hein, Nelly, qui est de changer le monde. Donc ça peut faire rire, mais à la fois, voilà, c'est ce qui me permet de me lever, le matin. Tout à fait, tout à fait. Ben, je trouve que ça c'est une très belle façon de dire les choses. Merci Aouia. On te retrouve où, Merci par Nelly. exemple, si on veut se connecter à toi? Quel est le canal le plus indiqué? Ah bah moi, je suis très réactive sur LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment un réseau sur lequel je suis assez active. Et puis après, pour ceux qui sont intéressés justement à participer aux conversations dont on vient de parler, bah là, on fait nos derniers événements avant l'été. On a un dîner Afrobytes au mois de juin et un dîner, enfin le 16 juin prochain et un dîner de Colors également le 23 juin prochain dans un lieu très, très sympa qui s'appelle le Cercle de l'Union Interalliée. Alors à deux pas de l'Élysée, où justement on essaie aussi vraiment de placer ces sujets-là dans des, on va dire, des endroits d'influence, des endroits de pouvoir. C'est aussi important pour nous. Excellent. Donc, on peut retrouver toutes les informations, soit sur le site d'Afrobyte, soit sur Afrobytes ou The le site Colors. de Colors. Très bien, excellent. Merci infiniment, Aouia, pour ta Merci à toi, Nelly. disponibilité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir? Oh, bah écoute, moi je n'aspire qu'à une chose, être en bonne santé. Excellent. Moi, je pense que c'est le point de départ de toute façon de tout, c'est la santé. Je suis Exactement, d'accord avec exactement. toi. Merci infiniment pour tout. Merci et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Nelly. Merci beaucoup. Si tu as aimé cet épisode, alors c'est à ton tour de passer à l'action et donner un coup de main. J'espère te retrouver très prochainement dans la communauté ACT. Tu trouveras tous les liens et références de cet épisode dans la barre de description. À très vite.